bonsoir et bienvenue dans ce deuxième Facebook Live en clair, dédié aujourd'hui à la lutte contre les violences faites aux femmes, particulièrement pour cette journée du 25 novembre qui est une journée mondiale de lutte et d'élimination des violences faites aux femmes. Et je reçois pour ce deuxième live Gabrielle Azan. Bonjour Gabrielle. Bonjour Sonia. Et Gabrielle est notre référente nationale à la direction générale de la police nationale, spécialisée sur la lutte contre les violences intrafamiliales. Alors le rôle de Gabrielle est particulièrement d'être le point de contact de tous les commissariats et des référents territoriaux qui sont sur tout le territoire national et qui sont particulièrement spécialisée dans cette lutte contre les violences faites aux femmes. Elle est également en charge de la cohérence des outils et d'impulser et d'initier aussi des outils nouveaux, le cas échéant, des nouvelles idées, de les proposer et de coordonner les différents partenaires et notamment les partenaires associatifs, comme on l'a vu tout à l'heure, avec cette forte ouverture de la police nationale ces derniers temps particulièrement envers les différents partenaires et particulièrement le monde associatif. Donc merci Gabrielle de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me donner la parole. Alors n'hésitez pas, vous avez compris maintenant notre live, vous posez vos questions, nous sommes là pour y répondre. Nous avons une experte avec nous qui vraiment répondra à toutes vos questions, à toutes vos interrogations, donc n'hésitez pas. Gabrielle, est-ce qu'on peut commencer ce live en te posant une question? Est-ce que tu peux nous définir un peu quels sont les types de violences auxquelles on fait référence lorsque l'on parle de violences faites aux femmes? Oui, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a peut-être deux stéréotypes à éviter quand on parle de violences conjugales, et c'est important de bien les identifier pour qu'on comprenne l'ampleur du phénomène et qu'on passe pas à côté de situations de violence dans lesquelles on peut être, nous, soit témoin, soit victime au cours de nos vies. Donc le premier stéréotype, c'est que quand on parle de violence conjugale, on a toujours l'impression qu'on parle d'un couple marié. Or, c'est totalement faux et c'est important de dire que c'est faux puisque juridiquement, ça a aussi une implication quand on arrive à caractériser les violences conjugales. Ça peut viser des couples qui ne cohabitent pas ensemble, donc ça peut être très bien des relations qui ont été très brèves, des relations entre mineurs, des relations extra-conjugales et ça peut aussi viser le fait en fait que ce soit des relations passées. C'est pas forcément un couple qui est actuel. Et c'est d'ailleurs important de le dire puisque la plupart du temps, on sait qu'un des facteurs de risque, c'est le moment de la séparation. Donc il y aura une attention à avoir particulière par rapport aux ex qui peuvent être des auteurs de violences conjugales. Et le deuxième stéréotype, je te dirais que c'est plutôt de dire qu'à chaque fois qu'on parle de violences conjugales, on parle de femmes battues. Alors, c'est pas un stéréotype quand on parle de femmes, puisque en effet, plus de 8 victimes sur 10 de violences conjugales, ce sont des femmes. Donc là, on n'est pas dans le stéréotype. En revanche, c'est sur le terme de battu, peut-être qu'il faut qu'on s'arrête un peu, parce qu'en fait, dans les violences conjugales, il n'y a pas du tout que les violences physiques. On a aussi des violences psychologiques, ça peut être des cris, ça peut être des insultes qui sont répétées. Ça peut être du harcèlement, ça peut être des violences sexuelles quand on contraint sa partenaire à avoir un rapport sexuel, ça peut être des violences économiques quand on empêche à la victime d'avoir ses propres moyens financiers. Et on pourrait aussi citer des violences psychologiques, le fait de rabaisser toujours quelqu'un, de la dévaloriser en permanence. Toutes ces manifestations-là font partie des violences conjugales. Et je pense que c'est important de le savoir parce que on a tous un rôle à jouer pour essayer d'être capable de détecter ces violences. Donc il faut les connaître et pour ensuite être capable de les signaler, qu'on soit encore une fois victime mais aussi témoin. Alors je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, il y a toute forme de contrôle, d'intimidation envers les femmes qui sont parmi ces violences psychologiques et qui peuvent être prises en compte et qui sont considérées comme des violences et des violences faites aux femmes. Tu l'as rappelé, effectivement, Gabrielle, on a 86% de femmes qui sont victimes de violences conjugales et parmi les auteurs, il y a 85% d'hommes. Donc on est bien dans une infraction qui est genrée et donc à l'égard des femmes particulièrement victimes. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, Gabrielle, comment on fait pour signaler ces violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient d'ordre psychologique? Comment on fait tout simplement pour signaler ces violences à la police nationale? Alors, qu'on soit victime ou témoin, il y a, à mon avis, 3 réflexes à avoir. Le premier, c'est de se dire si on est face à des violences qui sont en train d'être commises ou des violences en situation d'urgence, il y a un seul réflexe à avoir, c'est d'être capable de faire le 17.
Et faire le 17, en fait, vous allez avoir un agent, un policier, en fait, qui va vous répondre. Et en fonction de ce que vous allez pouvoir lui décrire, qui va envoyer tout de suite un équipage de police secours pour aider la victime et mettre fin à la situation de violence. Ensuite, donc ça c'est le réflexe de base, il faut tous qu'on l'ait et il faut tous qu'on soit capable de le faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit par exemple un départ d'incendie, tu me diras, on est d'accord, pour dire que on a tous un réflexe, on appelle les pompiers. Et il faut que demain, quand on soit qu'on est victime ou témoin, mais aussi j'insiste beaucoup sur témoin de violence, il faut qu'on soit capable de faire le 17. C'est la même chose. On va prévenir quand il y a un départ d'incendie. On doit aussi alerter quand il y a des violences conjugales. Et ça, c'est une responsabilité qu'on doit tous avoir en tant que citoyens. Après, on a développé d'autres dispositifs récemment dans la police pour être capable de signaler ces violences. Donc, il y a un dispositif qui est très classique, mais qui marche encore très bien. C'est de se rendre dans un commissariat. Vous pourrez être reçu 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et un policier aura l'obligation de prendre votre plainte et de vous donner les droits qui sont associés à ce dépôt de plainte. Et le deuxième dispositif qu'on peut mentionner là pour signaler des violences, si vous n'avez pas, si vous avez peur de franchir la porte d'un commissariat, si vous n'osez pas faire cette démarche en ayant peur d'être vu par votre entourage, si vous voulez pas que vous avez peur de représailles de la part de l'auteur que vous pouvez dénoncer, il y a une solution qui vous permet de le faire en ligne, de signaler des violences sur une plateforme qui s'appelle Arrêtons les violences et qui vous permettra en fait d'avoir un chat 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un policier qui sera spécialement formé et qui pourra répondre à vos questions. Et ce chat, c'est important de le dire, il sera anonyme et confidentiel. Le but quand même pour nous, ce sera d'arriver à vous guider vers le dépôt de plainte. Et si vous en êtes d'accord à la fin, on pourra organiser un rendez-vous dans un commissariat de votre choix pour un dépôt de plainte. Si vous ne voulez pas déposer plainte ou si vous venez ici pour témoigner, on pourra aussi vous donner les coordonnées d'associations qui sont spécialisées près de là où vous habitez ou également vous exposer les différents dispositifs qui existent. Alors tout à fait, Gabrielle, et merci de nous l'avoir rappelé cette plateforme. Je pense que c'est important, on en a déjà parlé dans le premier live, de tous ces outils qui sont liés à la libération de la parole et également le tableau d'accueil confidentialité avec le système de pastilles bleues ou orange, de manière à ce que si vous avez un problème intime et que vous ne voulez pas l'exposer dans l'accueil à l'écoute de tout le monde, y compris à la personne de l'accueil, vous posez discrètement une main sur la pastille orange et vous êtes pris de manière confidentielle à part pour discuter librement avec une personne qui est dûment formée et référente en la matière et en tout cas dans un lieu confidentiel pour pouvoir faciliter cette libération de parole. Je m'aperçois que vous êtes déjà nombreux à nous poser des questions. Donc Gabrielle, on va prendre déjà une première question. Est-ce que tu pourrais, merci, est-ce que tu pourrais nous indiquer à ce jour le nombre de policiers qui sont spécifiquement formés en France pour recueillir cette parole, la parole des femmes suite à des violences et aussi la parole des mineurs. Parce qu'on a beaucoup de questions, de gens qui se posent des questions vis-à-vis des mineurs parce qu'être seul avec son enfant aussi peut être un obstacle supplémentaire. Est-ce que tu peux nous parler de cela, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, donc on s'est réorganisé il y a 2 ans dans la police pour créer ce qu'on appelle des groupes de protection de la famille. Donc dans tous les services d'enquête dans lesquels il y a plus de 50 enquêteurs, vous aurez forcément pour suivre votre dossier et traiter votre procédure, un groupe d'enquêteurs qui sera spécialisé. Donc spécialisé à la fois pour traiter les violences conjugales, mais également, et il faut en parler aussi, même si je sais que c'est pas forcément le thème de notre live aujourd'hui, les violences faites aux enfants. On en compte, à l'échelle du territoire, on compte 1400 policiers qui sont spécialisés pour le traitement des affaires de violences conjugales. Alors c'est déjà quelque chose, 1400, mais c'est pas suffisant. On en a conscience aujourd'hui. Tu l'as rappelé, la parole des victimes s'est libérée. Alors je sais pas si la parole des victimes s'est libérée. Moi, je trouve toujours que l'expression est un peu mal tournée. Je pense qu'on a surtout appris à écouter les victimes. Et exactement. Je pense que les victimes ont toujours parlé, mais que désormais on a pris conscience que pour qu'elles parlent, et il fallait d'abord que nous, on soit en capacité de les écouter. Donc on a, de façon assez mathématique, une hausse des dossiers très conséquente en matière de violence conjugale et donc une charge de travail bien plus importante pour les enquêteurs. Tout à fait. La première réponse à apporter, c'est que peut-être que 1400 enquêteurs spécialisés aujourd'hui, c'est pas suffisant et ça nous permet pas forcément d'avoir l'accueil le plus satisfaisant qui soit ou le traitement de dossier aussi rapide qu'on voudrait le faire. Et donc, il faut mathématiquement qu'on augmente ces moyens et c'est ce qui a été annoncé. Dans les prochaines années, on va doubler
ce nombre d'enquêteurs spécialisés dans les services de police. Exactement. Doubler les enquêteurs, c'est extrêmement important. Tu as fait référence aussi au fait qu'il y avait de l'écoute, beaucoup plus ces derniers temps. Ça nous a été confirmé encore tout à l'heure par l'association, la fondatrice de l'association Women Safe. On peut peut-être parler aussi des intervenants sociaux qui sont présents en commissariat et pour faciliter une approche multidisciplinaire et permettre aussi peut-être cette écoute. Ouais, cette écoute et aussi être capable de se dire qu'en fait la démarche judiciaire d'une victime, elle va dans un ensemble de démarches, elle peut pas être prise individuellement et souvent pour qu'il y ait une démarche judiciaire, il faut qu'il y ait d'autres démarches sociales, économiques qui soient menées en même temps. Voilà, la victime, si elle quitte son foyer avec ses enfants et qu'elle dépose plainte, il faut derrière qu'elle retrouve la première des priorités, c'est qu'elle ait un logement. Donc idéalement, c'est son logement et ce sera l'auteur des violences qui sera évincé du logement. Si c'est pas le cas dans l'immédiat, il faudra trouver une situation d'urgence. Si elle travaillait pas, il faut absolument qu'elle soit en capacité d'avoir des offres d'emploi. Donc toutes ces démarches-là, il faut qu'elles accompagnent la démarche judiciaire et c'est le rôle des intervenants sociaux en commissariat. Aujourd'hui, on en compte un peu plus de 400, mais on va encore augmenter de plus de 50% ce chiffre puisqu'on a un objectif en fait d'arriver à 600 postes d'intervenants sociaux en commissariat et en gendarmerie d'ici la fin de l'année 2026. Très intéressant cette approche multidisciplinaire. On peut parler aussi du coup, et ça m'y fait penser, des psychologues qui sont également maintenant dans les commissariats. Ouais. J'en étais resté un chiffre d'une centaine environ et en cours de recrutement encore. Il a un peu augmenté puisqu'on s'approche des 150 aujourd'hui et il est aussi à disposition des victimes pour toujours dans cette même approche de dire il y a toutes les démarches qu'il peut engager, mais il y a aussi des conséquences traumatiques pour une victime. Suite à des violences conjugales et donc ces psychologues sont aussi là pour ça. Ils sont aussi là parfois pour les enfants qu'on a un peu tendance à oublier à tort, qui sont pas juste des victimes collatérales, mais qui sont aussi des victimes directes de ces violences conjugales. Et ensemble, ils forment ce qu'on appelle donc ces psychologues, ces intervenants sociaux en commissariat, un pôle psychosocial. Et l'objectif, nous, c'est qu'on arrive à doter chaque commissariat d'un pôle psychosocial pour accompagner les victimes, mais aussi accompagner les enquêteurs dans leur démarche. Très bien. Alors, je vais prendre deux questions, Gabrielle, qui me semblent très intéressantes et une qui va nous faire venir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure sur les formes de violence. Si une femme est toujours rabaissée, insultée, est-ce considéré comme une violence ou maltraitance? Je pense que la réponse, tu l'as apportée tout à l'heure, mais s'il te plaît, réitère-la parce que je pense que c'est important que les femmes qui nous écoutent l'entendent. Les femmes et les hommes d'ailleurs. Oui, c'est peut-être d'abord les bien hommes d'accord. Oui. Qu'il faut viser sur cette question. Bien non, sûr. en fait, le fait d'être rabaissé et insulté, en fait, on peut le considérer que ce sont des violences psychologiques et les violences psychologiques font bien partie des violences conjugales. Encore une fois, la maltraitance, c'est un terme qu'on emploie nous dans le quotidien. C'est pas un terme juridique. Donc, ce qui permet vraiment de qualifier des faits juridiquement, c'est le terme de violence. Et en l'occurrence, si ces violences psychologiques sont proférées par un partenaire, un conjoint, un ex-conjoint, dans ce cas-là, on peut les qualifier en effet de violence conjugale. Très bien. Alors, je vais prendre une question qui va t'amener, je pense, à parler de cette judiciarisation systématique des violences. Alors ça, c'est notre terme avec notre jargon. Très concrètement, quelle est la différence entre déposer plainte et déposer une main courante? Et là, tu vas peut-être pouvoir nous parler de cette priorisation qui est faite à la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, je vais d'abord pouvoir te dire, Sonia, et te rappeler, parce que tu le sais aussi qu'en matière de violence conjugale, on a donné pour instruction aux policiers de ne pas prendre de main courante. Voilà. Exactement. Donc, en matière de violence conjugale, c'est la plainte vraiment qu'on va privilégier. Après, il arrive dans certains cas, si une victime vraiment ne veut pas déposer plainte, moi je fais pas partie de l'école de celles qui pensent qu'il faut forcer une victime à déposer plainte et forcer à faire une démarche qu'elle ne veut pas faire. Donc il peut arriver que certaines mains courantes soient déposées, mais les mains courantes ne déclenchent aucune procédure. Voilà, c'est vraiment l'acte de plainte qui permet de déclencher une procédure et une action des services. La main courante, c'est une information qui est signalée au service de police, qui pourra être utilisée plus tard dans d'autres circonstances comme un témoignage en fait qui a été fait de façon officielle, mais c'est en aucun cas une plainte et ça n'a pas la valeur juridique d'une plainte. Donc ce qu'il faut bien rappeler, c'est que pour une victime, il faut déposer plainte. Et ce que nous rappelons aux policiers quotidiennement, c'est que en matière de violence conjugale, il n'y a pas de main courante, c'est toujours le dépôt de plainte qui doit être privilégié. Exactement. Merci de ce rappel, c'est important. Alors, on a une question sur les mesures d'éloignement. Est-ce qu'on peut vérifier les mesures d'éloignement entre
les conjoints. La question est peut-être pas très bien formulée. Est-ce qu'on peut le vérifier, ces mesures d'éloignement? Quelles sont-elles peut-être? Déjà, commencer par ça. Ouais. Alors, je suis pas sûre de l'avoir totalement comprise, mais je pense que ça fait référence au bracelet anti-rapprochement, au bracelet anti-rapprochement. Au bar. Alors ça c'est des mesures d'éloignement concrètement qu'on vérifie au quotidien puisque ce sont deux bracelets qui sont un qui est remis à la victime, enfin c'est pas d'ailleurs pas un bracelet, la victime c'est un boîtier et pour l'auteur c'est un bracelet qu'il doit porter comme un bracelet électronique et en fait il y aura une alerte systématique qui va être faite au service de police dès lors que l'auteur se rapproche de la victime dans un cercle, dans une zone on va dire géographique qui sera définie en amont par le magistrat qui aura délivré le bracelet anti-rapprochement. Donc pour celle-ci évidemment que la vérification elle est faite de façon systématique puisque c'est de la géolocalisation. Après, il y a d'autres mesures d'éloignement et c'est peut-être à ça que l'internaute fait ici référence. C'est l'obligation d'entrer en contact avec un conjoint. Donc, en effet, celle-ci, pour que quand cette obligation est prononcée, d'interdiction, dans ce cas-là, nous, elle est répercutée en fait dans un fichier et si la victime ou si l'auteur est pris alors qu'en fait il est en train d'essayer de prendre contact avec la victime, les services de police auront tout de suite l'information selon laquelle il y a bien une obligation d'entrer en contact avec le conjoint. Donc c'est moins systématique et moins automatique, je dirais, que pour le bracelet anti-rapprochement ou le téléphone grand danger, qui sont des dispositifs similaires. Mais il y a quand même une façon à chaque fois pour les policiers d'avoir cette information quand on leur signale qu'il y a une violation de cette interdiction. Concrètement, les signalements justement de rapprochement alors qu'il y a cette interdiction sont envoyés par l'intermédiaire des centres d'information et de commandement aux services territoriaux qui sont compétents, c'est-à-dire au commissariat local qui est concerné par le domicile de la victime. On a une autre question, on y a répondu déjà, mais je pense qu'il faut marteler et faire preuve de pédagogie, donc de répétition, Gabrielle. J'ai peur de me déplacer en commissariat, est-ce que j'ai un autre choix que d'aller en commissariat? Oui, en effet, je trouve que c'est important, tu as raison Sonia de la préciser. Alors oui, alors non seulement vous n'avez pas un autre choix, mais vous avez même plusieurs autres choix. Alors, le premier choix que je peux vous exposer, c'est que si vous avez peur d'aller physiquement dans un commissariat, vous pouvez déjà vous connecter à partir d'un téléphone, d'une tablette ou d'un ordinateur sur la plateforme Arrêtons les violences. Et là, vous pourrez engager un chat qui sera anonyme et confidentiel avec un policier. Vous pouvez y avoir accès 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et lui raconter ce que vous vivez. Voilà. Donc là, ce policier, lui, il sera chargé en fait de récupérer votre témoignage et il essaiera de vous organiser un rendez-vous dans un commissariat de votre choix. Et cette fois, vous n'aurez pas à vous présenter à l'accueil en expliquant pourquoi vous venez. Vous viendrez simplement en indiquant que vous avez déjà rendez-vous avec un enquêteur qui sera prévenu, qui aura reçu votre témoignage pour déposer plainte. Ça, c'est le premier choix que vous avez, qui est un choix qui peut se faire donc en ligne. Après, vous avez aussi maintenant d'autres possibilités de déposer plainte sans aller dans un commissariat, puisque la police nationale développe maintenant depuis quelque temps la plainte hors les murs. Et vous pouvez par exemple le faire en vous rapprochant d'une maison des femmes. Si vous vous rapprochez d'une maison des femmes, c'est en fait une structure de santé pluridisciplinaire. Vous pourrez avoir la possibilité, et on va vraiment développer notre partenariat nous avec la maison des femmes prochainement, donc vous allez l'avoir encore plus, quel que soit l'endroit où vous habitez, si vous êtes sur le ressort de la police nationale. Et vous aurez donc la possibilité de prendre un rendez-vous et il y a un policier qui viendra faire une permanence dans ces maisons des femmes et qui pourra vous accueillir et prendre votre plainte dans la maison des femmes. C'est aussi possible de le faire, ça dépend des territoires, dans des associations spécialisées. On peut le faire aussi parfois à l'hôpital. Si vous êtes blessé et que vous vous présentez à l'hôpital, on pourra aussi venir recueillir votre plainte directement à l'hôpital sans que vous ayez à vous déplacer dans un commissariat. C'est parfaitement clair, Gabrielle. Je précise pour toutes ceux et toutes celles qui souhaiteraient avoir à nouveau ces informations que ce sera disponible en replay. Tu vas avoir beaucoup d'appels. Ce sera disponible en replay, bien évidemment, prochainement sur nos réseaux sociaux. Nous allons bientôt clôturer ce Facebook Live par 2 questions, Gabrielle, qui me semblent importantes aujourd'hui particulièrement. Où est-ce qu'on en est 3 ans après le Grenelle qui a eu lieu récemment et 5 ans après le mouvement #MeToo. Est-ce que tu peux nous... Oui, bien sûr. Alors, je vais vous livrer un avis qui est assez personnel, puisque on a tous un avis un peu différent sur la question. Moi, je pense qu'il y a vraiment un avant et un après MeToo.
Comme je te le disais tout à l'heure, je pense que MeToo a vraiment permis, et ça a été amplifié ensuite par le Grenelle, qui est pour moi aussi la réponse un peu des services publics pour dire, voilà, on vous a entendu et on a compris qu'on devait vraiment nous améliorer et davantage mettre un effort sur ces violences. C'est qu'aujourd'hui, en fait, MeToo a permis de rendre visibles ces violences qui sont des violences de genre, et au premier titre desquelles il y a les violences conjugales. Je pense pas que, enfin, en tout cas, je fais pas partie de celles qui pensent qu'il y a eu plus de violences conjugales parce qu'on observe une hausse des faits constatés. Comme je te disais, je pense qu'on a surtout pris conscience collectivement, et je pense qu'il faut qu'on s'inclue aussi, nous, police nationale, de dire qu'on a vraiment mené une réflexion pour se dire qu'il fallait les victimes, elles parlent en fait. Elles ont toujours parlé, mais on les a peut-être pas suffisamment écoutées. Et donc il fallait qu'on développe vraiment des dispositifs, qu'on se forme mieux aussi pour les écouter et pour qu'elles puissent vraiment avoir envie de venir nous parler et que nous on soit capable ensuite de réagir. Donc je pense pas que la hausse qu'on observe aujourd'hui des violences conjugales, comme des violences qui sont faites aux enfants, c'est une hausse conjoncturelle. C'est vraiment qu'on sait mieux écouter ces victimes. On le fait peut-être pas encore assez, hein, et on a encore des marges de progression, mais en tout cas, c'est dire qu'on a entendu cet appel et qu'on a compris qu'il fallait qu'on y réponde en tant que service public. Tout à fait. Alors Gabrielle, ce sera ma dernière question, parce qu'on ne peut pas se contenter d'un satisfecit, évidemment, parce qu'on a fait des progrès ces derniers temps. On a encore beaucoup à faire, tu l'as dit et tu l'as souligné. Quelles sont, d'après toi, les marges de progression qu'il nous reste à accomplir ? Alors, je pense qu'il y en a deux. Alors, il y a d'abord une marge de progression, là, ce que je venais de mentionner, en matière de formation des policiers et en matière d'accueil, puisque ce sont les deux leviers qui sont indispensables pour qu'une victime puisse libérer sa parole. Et ça, c'est de notre responsabilité directement. Et c'est pour ça qu'on essaye de développer un accueil en dehors aussi des commissariats, qu'on essaie de faire un accent sur la formation des policiers. On a fait un gros effort en matière de formation initiale, et là on va le développer davantage en matière de formation continue, puisqu'on essaie de se rapprocher d'associations qui sont spécialisées en matière d'aide aux victimes, pour que les formations qui sont données aux policiers qui sont déjà en service, ça permette en fait de travailler pas que sur les investigations techniques, ça il faut qu'on le fasse, et en général les policiers les connaissent, ces investigations techniques et des réflexes à avoir, ça c'est déjà acquis, mais peut-être davantage une réflexion sur qu'est-ce que ça fait des violences conjugales sur une victime, qu'est-ce que ça a comme conséquences, et peut-être comprendre parfois les réactions des victimes qui sont pas forcément innées, de se dire que pour qu'une plainte soit déposée, il faut peut-être 5 allers-retours au commissariat avec une plainte, un retrait de plainte, un renouveau des vots de plainte, etc. Et que les enquêteurs soient pas découragés. Voilà, comprendre que ça fait partie. Voilà. Et que ça veut pas dire que la victime enlève en fait le travail qu'ils ont déjà pu fournir en matière d'investigation. Ça fait partie du chemin de la victime, mais il faut peut-être le connaître, et c'est à nous aussi de former les policiers un peu mieux là-dessus pour que l'accueil soit meilleur. Et après l'autre axe, mais là peut-être que c'est des considérations un peu trop techniques, c'est que je pense qu'il faut qu'on soit capable de traiter plus vite ces dossiers de violences conjugales, parce que c'est quand même une particularité pour les violences conjugales, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu une délinquance de masse. Il y a plus de 215 000 faits par an qu'on constate, hein, police et gendarmerie confondues. Mais c'est une délinquance de masse, et en même temps c'est aussi une délinquance criminelle, puisque si on se loupe, en fait on peut avoir un féminicide au bout, et là c'est un drame pour tous. Donc on n'a pas le droit à l'erreur en matière de violence conjugale. On a un peu trop tendance parfois à dire tout est prioritaire, mais en fait tout ne peut pas être prioritaire, et donc il faut que nous en interne on réfléchisse à la façon dont on traite ces dossiers pour arriver à prioriser parmi ces dossiers qui sont tous prioritaires, et surtout arriver à mieux détecter des situations de danger. Et là je vais peut-être profiter de la grille. De la grille, mais surtout d'être devant plein d'internautes différents, pour dire que la police elle a un grand rôle à jouer, c'est indéniable, en matière de lutte contre les violences conjugales. On est en première ligne et c'est quelque chose qu'on accepte, et c'est un défi qu'on doit relever. Mais vous aussi, en tant que citoyen, vous avez un rôle à jouer, parce que vous pouvez tous, en fait, vous détectez tous au quotidien, parfois sans vous en rendre compte, des signaux de violences conjugales que nous, on n'a pas forcément dans nos dossiers. Et si ces informations-là, vous la partagez avec nous, nous, on arrivera peut-être mieux à déceler des violences, à déceler des situations de violence qui n'ont pas forcément été bien rapportées, que la victime a sous-estimé un peu par peur quand elle est venue se confier à nous. Et en fait, c'est comme ça qu'on arrivera à sauver des vies. Et je pense que quand on est policier, on s'engage pour ça, mais vous aussi, en tant que citoyen, vous pouvez aussi le faire pour nous aider.
Ben, ça sera le mot de la fin, Gabrielle. Ouais. Merci beaucoup parce qu'il est 17h23. On va terminer notre Facebook Live en clair. Je voulais quand même t'adresser les remarques que on nous a fait remonter. Des merci pour l'organisation de ces lives, pour les invitations, pour l'expertise que tu nous délivres. Le public en plus était au rendez-vous, donc je pense que c'est lié à ta personnalité, c'est lié aussi à la thématique qui touche tout le monde. Véritablement et qui touche un maximum de personnes. Ouais. Et pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est sur le 25 novembre, une journée de mobilisation, qu'on va s'arrêter là demain. D'ailleurs, ça ne sera pas le cas puisque on a d'autres sujets qui viennent toujours sur la même thématique et qui sera traité prochainement. Donc, je vous invite à regarder nos réseaux. Mais surtout, merci. Et puis, n'hésitez pas surtout à regarder les replays qu'on va faire de ces 2 Facebook Live que nous avons fait aujourd'hui, spécifiquement dédiés à cette journée de mobilisation de lutte contre les violences faites aux femmes pour l'élimination des violences faites aux femmes. C'est exactement l'intitulé de la journée mondiale d'aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous de Facebook Live sera le 7 décembre sur une toute autre thématique. Mais en attendant, suivez nos réseaux puisque nous continuerons sur cette thématique également. À très bientôt et merci Gabrielle. Je t'en prie, merci Sonia.